Député maire, délégué communal, secrétaire exécutif en charge des relations avec les élus locaux, notre invité est vice-président du PDCI-RDA, lequel parti s'apprête à désigner le week-end prochain le successeur d'Henri Konan Bédié. Au moment où la campagne bat son plein, il nous exposera son point de vue sur les candidats toujours en lice, le secrétaire exécutif qui semble s'être retiré de la course et les hauts cadres qui dénoncent un processus électoral opaque au sein de la plus ancienne formation politique du pays. L'atmosphère qui règne dans le parti en ce moment décisif, précédant son congrès extraordinaire, leurs enjeux, son parti et la présidentielle de 2025, la gestion de la commune de Marcory, son engagement dans le secteur de l'enseignement supérieur, autant de sujets que nous soumettrons à Abi Akrobou Raoul, député maire de Marcory. Abi Raoul, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs et internautes de suivre ce sujet. L'émission Sans réserve ce soir reçoit à nouveau le maire de la commune de Marcory, Abi Akrobou Raoul Modeste. Natif du village d'Anoumabo, Raoul Abi est danseur guerrier de la génération d'Ugbo Assoukro. Ingénieur qualité, titulaire d'un master spécialisé en management de la qualité industrielle et tertiaire, ISMCM, CESTI Paris, il est en outre diplômé de 3e cycle d'économie, Université Paris 10, diplômé de 3e cycle de droit, Université Paris 10, diplômé de 3e cycle de psychologie, Université Paris 7. Il est aussi nanti d'un certificat général en administration et gestion du personnel, CENAM Paris. Abi Raoul est le fondateur d'un établissement d'enseignement supérieur. Élu en juillet 2002 en tant que conseiller au district d'Abidjan, il a été successivement président de la commission éducation, sport, culture et loisirs, puis premier vice-gouverneur de 2011 à 2014. Depuis juin 2013, il est maire de la commune de Marcory. Au plan politique, Abi Raoul est un cadre du PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, où il a fait ses classes. Membre du bureau politique du PDCI-RDA, il a été secrétaire général de section PDCI à Marcory-Anoumabo. Membre de la délégation communale de Marcory du PDCI-RDA. L'actualité au PDCI-RDA, marquée par le renouvellement des instances, la gestion de la commune de Marcory, la marche de la nation, sont des sujets qui seront abordés ce soir, sans réserve. Monsieur le maire Abi Raoul, avant l'élection municipale dans la Côte d'Ivoire, et précisément à Marcory, vous étiez passé sur ce plateau, vous étiez confiant finalement, le destin vous a donné raison, vous avez remporté ces élections. C'est quoi les leçons que vous avez tirées de ce processus électoral qui a abouti à votre réélection à la tête de la commune? D'abord, je voudrais profiter de votre antenne pour dire un grand merci aux populations de Marcory. Je sors d'une tournée de remerciements dans les 12 quartiers et 3 villages. Je leur ai dit toute ma reconnaissance. Ces élections ont été pour moi des élections sérieuses, puisque j'avais en face de moi un candidat de poids. Et il fallait démontrer que nous étions majoritaires. C'est ce que nous avions fait. Et les populations de Marcory nous ont montré que le bilan que nous leur proposons était un bilan positif. Avant de parler justement de ce bilan ou des défis qu'il vous reste à relever, à la faveur de ces élections à Marcory, le scrutin a quand même été émaillé de quelques incidents, de quelques violences. Que s'est-il passé? C'est quoi votre version des faits, vous? Alors, avant les élections, j'avais dit sur votre plateau qu'il était toujours fâcheux qu'après les élections, on casse les unes parce qu'on a perdu. À 19h30, nous avons nos PV. Nous savions que nous avions gagné les élections. Donc, on n'a pas de raison d'aller casser les unes. Les unes ont été cassées. La CEI a statué. On nous a donné raison. Le Conseil d'État nous a donné raison. Nous avions gagné les élections proprement. Mais je voudrais dire qu'il faudrait véritablement que ce genre de situation s'arrête une bonne fois pour toutes. Ça fait 3 fois que ça se passe. Cette fois-ci, il y a eu des blessés. Il y a eu de grands dégâts matériels. La prochaine fois, il va y avoir mort d'homme. Il faudrait bien que l'État prenne ses responsabilités pour sanctionner ce genre de comportement qui n'honore pas la nation. C'est quand même étrange, parce que dans tous les cas, on accuse l'autre. Vos challengers d'en face aussi disaient que ces violences venaient de votre camp. Mais à votre vous avis, vous dites, non, ça ne venait pas de vous, ça venait du camp d'en face. À votre avis, est-ce que celui qui gagne les élections casse les yeux? Bon, là, on n'est pas encore à la proclamation des résultats. Mais on sait que quand on sait qu'on a gagné les élections, on ne va pas casser les unes pour se mettre en péril. Au contraire, on cherche à protéger ces unes.
C'est celui qui sait qu'il a perdu qui casse les unes. Ça, c'est un discours très politique que tous les hommes politiques empruntent. Je vous le concède. Monsieur le député maire de Marcory, une chose est d'être élu, une autre, c'est de réaliser le programme pour lequel on est élu. Qu'est-ce que vous avez commencé à faire pour changer le quotidien de ces populations de la commune que vous administrez? Alors, je voudrais dire d'entrée que quand vous faites une campagne électorale, c'est un moment privilégié d'échange avec vos populations. C'est à ce moment-là que vos populations vous disent ce qu'ils aiment chez vous et ce qu'ils n'aiment pas chez vous. Nous avons tiré des enseignements. Aujourd'hui, les populations de Marcory attendent du maire une lutte acharnée sur les salubrités, une lutte acharnée sur le désordre urbain, les trottoirs occupés, une lutte acharnée sur l'incivisme des garagistes. Nous avions entendu ce message. Et nous pouvons vous rassurer que le prochain mandat sera mis sur ce cap-là. Le prochain mandat a commencé. Moi, j'ai habité cette commune pendant quelques années. Les trottoirs occupés, par exemple, c'est une question cruciale à Marcory. Absolument, absolument. Il y a une sorte de pollution des trottoirs occupés par certains artisans qui pratiquent la mécanique notamment, qui versent de l'huile de moteur un peu partout. Est-ce qu'on a la solution aujourd'hui? Alors, le message a été entendu. Nous allons mettre tout ce qu'il faut à notre pouvoir pour régler une bonne fois pour toutes. Ça fait 10 ans que ça dure. On ne peut pas faire durer ça 15 ans. Mais pourquoi ça n'a pas marché pendant les 10 ans? Mais parce que vous vous êtes heurté à un refus? On n'a pas été assez poignant, on a été un peu laxiste, je l'avoue. Je pense que lorsque la population vous envoie des messages qui vous disent votre bilan il est bon, mais on vous reproche cela, on entend et on essaie de faire ce qu'il faut faire. Et nous allons faire ce qu'il faut faire pour redonner à Marcory son luxe d'antan. Et nous allons le faire sans lésigner, sans tergiverser. Il faut le faire franchement, il faut le faire carrément, il faut le faire vraiment. Et nous le ferons. Entre autres défis, vous avez vous-même égrené tout à l'heure plusieurs sujets, notamment la question de la salubrité. Une partie de Marcory est réputée pour ne pas être une zone salubre. Tout à fait. Là-dessus, des projets... Alors, comme je l'ai dit la dernière fois sur votre plateau, la salubrité est un domaine partagé entre nous et l'État. L'État fait ce qu'il faut, nous essayons de faire, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Voyez, en faisant quoi notamment? Eh bien, en recrutant encore plus de jeunes, en étant encore plus présents dans les rues, en nettoyant. Nous avons déjà dégagé 100 millions pour mettre en place une brigade de salubrité. La semaine dernière, j'ai décidé d'aller encore un peu plus loin, de renforcer cette équipe, parce que c'est insuffisant. Il faut qu'on aille encore un peu plus loin. Nous allons le faire. On a entendu dire que le maire de la commune de Marcory souhaite, pour des raisons de rénovation et de réhabilitation, faire fermer le grand marché de Marcory. C'est une information vérifiée? Fermé, non. Il sera complètement réhabilité. Je l'ai promis aux populations. Ce marché sera réhabilité parce que ce marché est en état actuel indigne de Marcory. Il faut faire quelque chose. Pourquoi indigne de Marcory? Parce que ce marché date, il est vieillot, il est dépassé, il faut le mettre aux normes. Voilà. Et la mairie de Marcory, notre responsabilité est engagée. Nous devons faire ce qu'il faut pour permettre à nos femmes d'avoir un marché, un cadre de vie un peu plus salubre, plus agréable. Est-ce que pendant la période de rénovation, vous avez prévu quelque chose pour tous ces commerçants? Ils sont des milliers et des milliers. Tout à fait. Alors, la rénovation se fera par palier. Nous allons prendre un premier palier, nous allons déplacer les femmes sur un terrain, juste à côté. Et lorsqu'on aura fini la première partie, elles reviendront et à tour de rôle, nous allons pendant 2 ans faire cette rotation pour que ce marché puisse fonctionner en même temps que sa réhabilitation. La question des routes. Il y a pas mal de routes, d'axes routiers où on trouve des nids de poules. Est-ce que le maire a un projet pour régler ces problèmes? Ou vous me direz encore que c'est la responsabilité partagée de l'État et de la mairie? Mais tout le monde le sait que c'est une responsabilité partagée par l'État et les mairies. Nous avons responsabilité de fermer les nids de poules. Nous allons le faire à l'orée de la Coupe d'Afrique. Il faut aller un peu plus vite. Il y a des voies qui ont été complètement dégradées par des travaux de la SODECI. Aujourd'hui, nous sommes en pourparlers. Ils nous ont dit que dans une semaine, ils vont attaquer par exemple la ligne 11, qui est complètement dégradée parce que la SODECI a mis des tuyaux d'eau pour agrandir les canalisations et ça n'a pas été fait dans le temps. Et là, ça cause un désagrément. Je pense qu'il faut aller très vite et ils vont le faire avant la CAN. Avant de passer à un autre sujet, vous imaginez qu'on parlera politique profondément, parce que vous êtes un haut cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Je l'ai dit en introduction. Mais avant, aujourd'hui, monsieur le maire Abi Raoul, vous venez de terminer 2 mandats à la tête de Marcory, vous entamez un 3e. Si on vous demandait, c'est quoi vos fiertés en termes de réalisation pour cette commune que vous chérissez tant? Et notre fierté, c'est d'avoir permis au quartier, au village d'Anoumabo, au quartier d'Alioudan, d'être bitumé intégralement.
parce que ces deux quartiers étaient un peu laissés pour compte. On a mis 10 ans pour mettre ce quartier-là au niveau. Et c'est une fierté parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait deux Marcory. Aujourd'hui, on a l'impression que tous les quartiers de Marcory se valent plus ou moins. C'est vrai qu'il y a des quartiers très huppés, mais les quartiers qui étaient laissés pour compte, Sikoji, Anoumabo, Aliodan, est en train de remonter pour avoir un peu le niveau de ces quartiers-là. Abi Raoul, vous êtes un haut cadre du PDCI-RDA, je l'ai rappelé d'entrée d'émission. Vous êtes délégué communal, vous êtes secrétaire exécutif en charge des relations avec les élus locaux. Votre parti, la plus ancienne formation politique de Côte d'Ivoire, se réunit ce week-end pour un congrès extraordinaire qui est spécial parce qu'il consacre le renouvellement des instances quelques mois après le rappel à Dieu du président Aimé-Henri Konan Bédié. Comment vous appréhendez les enjeux de ce congrès? C'est un congrès très important, un congrès extraordinaire qui va élire le 3e président du PDCI-RDA. Après Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, on aura un nouveau président le 16. Et le 16 au soir, le PDCI-RDA aura un nouveau président. Et cela se fera dans la sérénité, parce que nous sommes un grand parti, un parti organisé. Un parti organisé, quoiqu'il y ait quelques bruits discordants, des bruits nous indiquant par exemple qu'il y a des candidats qui ne sont pas très contents de la façon dont les choses se passent. Le secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Maurice Kakogi-Kaouye, a produit une déclaration à la faveur d'une conférence de presse où il estimait que les choses n'aient pas été faites dans les règles de l'art, notamment le comité électoral qui n'a pas pu publier la liste dans les délais indiqués par les textes. Et je voudrais à ce propos dire tout simplement que lorsque vous organisez un congrès de cette importance, on met en place des comités. Tout à fait. On a un comité de supervision dont je suis membre, on a un comité électoral, un comité d'organisation pratique, un comité de communication, plusieurs comités siègent. Alors, le comité électoral, son rôle, c'est d'enregistrer les candidatures, de les analyser, d'analyser les forces et faiblesses de chaque candidat, d'instruire à charge et à décharge, et de faire des annotations, de faire ses réserves, de donner ses avis. C'est ce que ce comité a fait. Et ce comité a convoqué tous les candidats pour leur donner, leur dire voici nos observations, voici ce qui vous concerne, vous, vos forces, vos faiblesses. En fonction de ça, chaque candidat, en âme et conscience, décide s'il continue la course ou s'il arrête la course. Le maire Noël Akossi-Bendio, bien avant cela, s'est désisté. Le ministre Komoué s'est désisté. Le ministre Maurice Kakoudi-Kaoué a fait une conférence de presse le 4 pour dire qu'il prenait hâte. C'est cela. Et il a refait une conférence de presse lui-même pour dire qu'il prenait encore hâte. Aujourd'hui, il a encore parlé pour dire qu'il ne figure plus sur la liste des candidats. Donc aujourd'hui, au PDCI-RDA, nous avons 2 candidats qui vont compétir. C'est tellement simple. Nous avons 2 candidats qui vont compétir, mais beaucoup d'observateurs, beaucoup de militants estiment que ce qui est fait à Maurice Kakogi-Kaouye, parce que la raison qui est avancée pour en griffe l'invalidation de sa candidature, en tout cas la réserve concernant sa candidature, c'est qu'il est sous contrôle judiciaire. On estime que ce monsieur, qualifié de capitaine courage, qui a été là à toutes les grandes étapes du parti, c'est une sorte, certains le vivent comme une injustice. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Mais je peux aussi concevoir cela comme une injustice. Mais un parti politique se crée pour compétir, pour avoir le pouvoir d'État. Un parti politique, ses règles, c'est aussi essayer d'apporter le bien-être aux populations. Alors un parti politique, quand elle fait ses consultations, il y a des candidats. On parle, ils se sont parlé. Mais je pense que dans ce cas de figure, le professeur Maurice Kakoudi-Kaoué a eu, je dirais, il y a une non-communication. Mais la communication n'a pas été réelle entre lui et le comité électoral. Mais je ne pense pas que ce soit délibérément qu'on le cherche à le brimer, parce qu'il a été un militant, un grand militant pour le PDCI-RDA. Il est toujours un militant pour le PDCI-RDA. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Il reste PDCI-RDA, il ne portera pas plainte contre le PDCI-RDA. Il est le militant du PDCI-RDA. Donc je comprends sa grandeur, je comprends, on peut être frustré à un moment donné de l'histoire de son militantisme, mais on sait raison garder. Et le professeur Maurice Kakoudi-Kaoué nous donne un exemple du militant ordonné, du militant tolérant, du militant qui accepte les règles du jeu. D'autres hauts cadres, et non des moindres, du parti ont donné de la voix, il y a seulement 24 ou 48 heures maximum, pour estimer
que le processus électoral est frappé d'une certaine opacité. Je fais allusion évidemment à Jean-Louis Billon et Thierry Thaneau, qui estiment que les textes n'ont pas été respectés. Lesquels textes n'ont pas été respectés? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Oui, quand on dit les textes n'ont pas été respectés, le comité électoral instruit à charge et à décharge. Vous avez lu leur déclaration, Jean-Louis Billon et Thierry Thaneau? Oui, je l'ai lu. Je pense que le comité électoral qui instruit à charge et à décharge, qui montre les forces et les faiblesses de chaque candidat, porte leur conclusion aux candidats. Les candidats décident s'ils veulent y aller ou pas. Mais après, ce comité va rendre compte au Congrès. C'est le Congrès qui décide. C'est le Congrès qui est l'élément statutaire, l'élément fondamental qui tranche. Donc, aucun candidat ne peut être éliminé par un comité électoral. Aucun candidat ne peut être éliminé par un comité électoral. Le comité électoral ne fait qu'instruire les dossiers. Et à charge pour le Congrès de décider. Celui qui sent qu'il a été brimé, il vient au Congrès. Et le Congrès va trancher. Voilà. Et s'il y a des opacités, je pense qu'au Congrès, on peut demander des comptes au comité électoral qui rendra compte devant les congressistes. L'opacité qu'ils pointent du doigt ici concerne justement, selon leurs propos, le manque de clarté dans la publication des noms et des critères qui ont conduit à la sélection des candidats retenus pour compétir. Non, mais les critères sont clairs, tout le monde connaît les critères. Après, il revient au comité électoral d'apprécier les candidats en fonction des critères qu'ils ont. Et il reviendra... Vous approuvez que le comité électoral n'ait pas publié sa décision finale? La décision finale, on la connaît, on sait qui sont les candidats, puisque le comité électoral a voulu privilégier le consensus. Oui, et le consensus peut se faire jusqu'au dernier jour. Aujourd'hui, nous sommes à 2 jours du Congrès, nous savons plus ou moins quels sont les 2 candidats. C'est connu, c'est publié, on le sait. Alors imaginez-vous qu'on ait publié ces candidats un peu plus tôt. On n'aurait pas laissé la chance au consensus. Donc pour privilégier le consensus, il fallait permettre aux gens de se parler jusqu'à ce qu'on épuise le temps nécessaire pour permettre le consensus. Parce qu'à la vérité, un parti qui va aller compétir à une élection présidentielle ne peut pas se déchirer. Il faut qu'on arrive à s'entendre, à se comprendre, à se rassembler. Parce que la bataille, la mère des batailles, c'est 2025. C'est ça l'objectif final. Donc l'objectif final nous oblige aujourd'hui à nous entendre sur le minimum. Avoir un président, c'est important. Mais gagner les élections présidentielles, c'est capital pour le PDC. Est-ce que vous pouvez vous entendre, vous le dites, c'est primordial, est-ce que vous pouvez vous entendre si certains dans le parti ont l'impression qu'on leur tord la main? Qu'on leur tord la main. Bon, il peut y avoir quelques incompréhensions, quelques injustices. Ça peut arriver, ça et là. Mais je pense que l'essentiel, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas le poste de président du parti. L'essentiel, c'est de préparer l'alternance. L'essentiel, c'est d'aller conquérir le pouvoir d'État. L'essentiel, c'est comment on se met en ordre de bataille pour aller gagner cette bataille essentielle pour la Côte d'Ivoire. L'essentiel, c'est 2025. Vous le dites subrepticement. C'est qui votre candidat, vous, dans cette bataille pour la succession du président Henri Konan Bédié? Eh bien, en tant que membre du comité de supervision, j'ai le droit de réserve. Je n'ai pas fait campagne pour quelqu'un parce que je considère qu'on ne peut pas être juge de parti. Je suis vice-président du PDC-RDA. Je suis membre du comité de supervision. J'organise ce congrès. C'est quoi votre rôle dans le comité de supervision? Eh bien, le comité de supervision, c'est de superviser toutes les commissions et nous rendre compte de ce qu'ils font et nous apprécions et nous donnons des orientations. Quels sont les retours que vous avez par rapport à l'organisation de ce congrès? Tout se passera bien? Mais je pense que tout se passera très bien, puisque les congressistes seront à peu près 6 000. Le comité d'organisation pratique est en place. L'hôtel Ivoire est en place. Tout est en place et je pense que ça va se passer très bien. Comme vous dites le faire pour les grands que vous avez un droit de réserve. Ici, on est à sans réserve. Vous l'avez vous-même rappelé, il y a 2 candidats qui sont en liste à l'heure actuelle. Tidiane Thiam, d'un côté, Jean-Marc Yassé. Les 2 candidats, un mot sur chacun des candidats? Mais Tidiane Thiam a été ministre de la République de Côte d'Ivoire. C'est un garçon brillant, polytechnicien, mine, INSEAD, c'est ce qu'on fait de mieux. Jean-Marie Yassé est maire d'une commune très importante, il vient d'être réélu. C'est un cadre éminent de notre parti qui peut aussi apporter quelque chose d'essentiel. Je pense que la bataille sera une bataille ouverte et que le meilleur l'emportera. Vous comprenez cet engouement autour de la candidature de Tidiane Thiam? Et oui, je peux comprendre ça parce que c'est vrai que depuis qu'il s'est porté candidat, il y a un certain engouement au PDC-RDA, il y a un certain volontarisme qu'il dégage, il y a quelque chose qu'il porte, qui fait que ça bouge un peu, c'est tant mieux pour le PDC-RDA. Lors de sa déclaration de candidature à Yamoussoukro, il s'est fendu d'une déclaration
au cours de laquelle certains propos ont été perçus dans le camp du parti au pouvoir comme des pics. Et cela a suscité évidemment des réactions de hauts cadres du parti au pouvoir, le RHDP. Vous avez suivi cela? J'ai suivi de loin, mais je n'aime pas les polémiques. Commentaires, réactions? Non, pas de commentaires. Je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les partis d'opposition construisent un discours pour aller conquérir le pouvoir d'État. Et les partis qui ont le pouvoir doivent tout faire pour conserver ce pouvoir. Et c'est un challenge. Il faut proposer aux Ivoiriens de vrais projets de société que de polémiquer sur des trucs, pour moi, inutiles. Ce que vous appelez des polémiques, est-ce que cela augure d'un renforcement de la division entre le RHDP et le PDCI-RDA hier unis, ou ce sont des choses qu'on peut traverser et voir un jour ces deux partis se réunir encore une fois, comme cela était le cas il y a quelques années seulement? En politique, tout est possible. C'est pour ça qu'il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder parce qu'en politique, tout est possible. Tout est possible en politique. Ça veut dire quoi, tout est possible en politique? Mais toutes les alliances sont possibles. Le président Emery Konan Bédié lui-même, dans son discours testamentaire, nous a dit qu'il faut absolument que le PDCI-RDA analyse toutes ces alliances pour en tirer les conclusions. Donc aujourd'hui, nous avions été en alliance avec le RHDP, nous sommes en alliance avec le PPACI, nous tirerons toutes les conclusions qu'il faut, et le nouveau président qui va être élu le 16, dont la fonction principale sera de réfléchir à ces choses-là, nous proposera la vision que nous allons discuter en bureau politique pour voir quelle trajectoire nous prenons. C'est important pour un parti politique. Alors, les textes du PDCI-RDA sont clairs. Certes, un président de parti, une convention pour désigner le candidat à la présidentielle. Beaucoup d'observateurs estiment que le président du parti a 90, sinon 99% de chances d'être le candidat à la présidentielle de 2025. Est-ce que vous partagez ce postulat? D'ordinaire, c'est vrai que quand quelqu'un est président de parti, c'est difficile de le battre en convention. Mais je pense qu'il y a des candidats quand même de poids qui se signalent à cette convention. Pour le bonheur d'ailleurs du PDCI-RDA, cela montre la richesse. Vous pensez à qui quand vous dites des candidats de poids? Nous avons Thierry Billon, nous avons Jean-Louis Billon, nous avons Thierry Tano, nous avons pas mal de cadres d'envergure qui peuvent compétir pour cette convention. Et cela augure d'un lendemain meilleur pour le PDCI-RDA. C'est-à-dire que nous avons foison de cadres. On a deux cas de figure. Soit Tidiane Thiam est élu à la tête du PDCI-RDA, soit c'est Jean-Marc Yassé. Dans le premier cas, si Tidiane Thiam est élu président du parti, la convention, donc, on retrouvera, s'il est candidat pour l'investiture pour la présidentielle de 2025, on retrouvera Tidiane Thiam, Jean-Louis Billon, Thierry Tano, si les autres consentent à y aller, peut-être d'autres cadres. Est-ce que vous ne craignez pas, à travers toutes ces étapes-là, une implosion? Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'implosion, vous qui supervisez en ce moment les travaux du Congrès? Non, je pense que c'est plutôt une richesse que les idées s'affrontent et que les idées s'affirment et que les meilleures idées l'emportent. Toujours est-il que lorsque vous partez à une compétition, on ne peut pas forcément pour gagner, on peut aller pour perdre. Et que celui qui a perdu reconnaisse la victoire de l'autre, et qu'on se remette ensemble pour aller compétir sur ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est de préparer l'alternance. C'est de tout faire pour que le PDCI-RDA, après près de 30 ans d'opposition, revienne à la surface pour proposer aux Ivoiriens ce que nous savions faire de bien, diriger la Côte d'Ivoire. Ça fait quand même longtemps, vous l'avez rappelé. Oui. C'est quoi la valeur ajoutée du PDCI-RDA avant même cette convention qui va désigner le candidat? La valeur ajoutée, c'est-à-dire? Qu'est-ce que les jeunes, par exemple, de Côte d'Ivoire, iraient faire au PDCI-RDA? Pourquoi ils choisiraient le PDCI-RDA comme parti qui doit diriger la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que le PDCI-RDA ferait de mieux, en somme, que l'actuel parti au pouvoir, le RHDP? Alors, parce que le PDCI-RDA a gouverné ce pays pendant 40 ans. Nous sommes dans l'opposition depuis une vingtaine d'années. Tous les partis ont gouverné la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le PDCI... Vous aussi? Oui, bien sûr. Maintenant, il faut que la balle revienne au PDCI-RDA. Le PDCI-RDA a gouverné, le FPI, PPACI a gouverné. Aujourd'hui, c'est le RHDP qui gouverne. Demain, c'est tout à fait naturel que le PDCI-RDA, régénéré, révigoré par ses cadres de talent qui pointent à l'horizon, vous les voyez tous, se mettent en ordre de bataille pour favoriser la tendance en Côte d'Ivoire. Parce qu'un parti ne peut pas gouverner tout seul un pays pendant aussi longtemps. Même si le bilan est bon, il faut à un moment donné passer la main à d'autres. Et le PDCI-RDA est dans l'antichambre. Nous allons travailler pour que ce pouvoir-là nous revienne.
Quelle sera la place d'Abi Akrobou Raoul dans le PDCI-RDA après le 16 décembre? Mais je suis un militant du PDCI-RDA, je suis à la disposition du président qui sera élu. On a fini avec le chapitre politique. Vous avez fait vos études, on l'a rappelé dans le portrait de tout à l'heure, vous avez fait vos études en Europe. Et quand vous revenez en Côte d'Ivoire, outre à vos activités politiques, vous vous investissez également dans le secteur de l'éducation, précisément dans le secteur de l'enseignement supérieur. Pourquoi ce choix, Abi Raoul? Parce que j'ai toujours pensé que former les jeunes, ça apportait quelque chose d'essentiel à notre pays. J'ai toujours eu cette passion de formateur, d'inculquer aux jeunes ce qui me semble essentiel, l'éducation, pour affronter la vie de demain. Un enfant qui est formé, c'est une chance pour une nation. Mais un enfant qui n'est pas formé, c'est un enfant qui peut être un péril pour la nation. Donc j'ai pris l'option de créer une école pour former les jeunes gens, être à l'écoute de ce qui se fait de bien, pour transmettre ce savoir-là à mes jeunes frères. Vous avez formé combien de jeunes depuis l'existence de cette école? Au moins à peu près 4000 élèves. 4000 élèves? 4000 élèves, à peu près. Très bien. Et qu'est-ce que vous enseignez à ces enfants? La première école que nous avons créée, c'est l'Institut de la qualité. C'est la première école qualité en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons créé une école d'expertise comptable. Nous avons créé une école de mine, pétrole, énergie. Une école d'ingénierie d'affaires. C'est pour cela que le groupe CSI Pôle Polytechnique s'appelle Groupe CSI Pôle Polytechnique, puisque nous enseignons plusieurs technologies aux enfants. Aujourd'hui, la tendance est à l'entrepreneuriat. Même les pouvoirs publics incitent le secteur privé à promouvoir évidemment l'entrepreneuriat pour rattraper le gap en termes de manque d'emploi sur le marché. Est-ce que vous avez des initiatives dans ce sens? Oui, parce que nous avons une filière qu'on appelle aussi entrepreneuriat pour les jeunes gens qui veulent entreprendre. Mais entreprendre sans avoir de capital premier, c'est un peu difficile pour les jeunes gens. C'est pour cela que nous proposons plutôt aujourd'hui des formations très pointues en management de la qualité, en management de projet, pour permettre à ces enfants d'avoir cette culture-là, et puis après, demain, ils peuvent se lancer tout seuls. Parce que prendre un enfant puis lancer tout seul sur le marché de l'emploi pour aller créer son entreprise, ce n'est pas si évident que ça. Très bien. Abi Raoul, à présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. Ce sera juste après ceci. Alors, première question avec le concours de la réalisation. La première question est de Kwasi Jules. Pourquoi les loyers sont hors de prix à Marcory? Je ne le savais pas. C'est une question qu'on a enregistrée sur les réseaux sociaux. Vous le saviez, vous? Je le savais plus ou moins, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui à Marcory, on a des quartiers où le mètre carré est à 1 million. Marcory est prisé. Marcory aujourd'hui... Vous faites allusion peut-être à Marcory résidentiel ou en zone 4? Zone 4, bien sûr, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les expatriés habitent en priorité à Marcory, les étrangers habitent à Marcory. C'est un quartier qui est un peu huppé, donc c'est tout à fait légitime que les loyers montent légèrement. Et j'ai coutume de dire que Marcory, c'est quand même la commune à 5 étoiles. 5 étoiles parce qu'on a 5 minutes de l'aéroport, 5 minutes du port, 5 minutes du plateau, avec le 3e pont, 5 minutes de Cocody. Donc vivre à Marcory, c'est un privilège. Donc c'est tout à fait naturel que les prix augmentent légèrement. Mais pour les moins nantis, c'est un souci. Oui, les moins nantis, on a des quartiers qui sont aussi à Marcory moins nantis, où on ne paye pas trop cher. Mais si vous voulez habiter en zone 4 résidentielle, Biétry, à demain, vous payerez un peu plus cher. Cela dit, prochaine question. La prochaine question nous vient de Coutouan Eric qui dit quels sont actuellement vos rapports avec Laurent Tchagba, votre adversaire. Je vous ai entendu dire dans la campagne que c'est votre frère, c'est votre grand frère, vous l'aviez dit. C'est mon grand frère, mais j'attends toujours qu'il m'appelle, qu'il me passe un coup de fil pour me féliciter, même s'il est venu à mon investiture. C'est déjà ça, non? Oui, c'est déjà ça, c'est pas mal. Mais c'est un frère, on reste un frère. Et je voudrais dire à ce propos que c'est vrai que j'ai pris plaisir à faire cette compétition avec lui. Il m'a challengé, il m'a permis de sortir un peu de mes gonds. Vous avez eu des moments de doute? Non, je n'ai pas douté. Jamais, jamais? Non, je n'ai pas douté parce que j'ai senti cette campagne-là comme une campagne de confirmation. Une campagne, les populations attendaient que je leur dise d'abord mon bilan et puis que je leur dise ce que j'ai envie de faire demain. Et je ne me suis jamais inquiété quant à ma victoire. Comment ça se passe quand on est député-maire? Excusez-moi les internautes, je vous poserai vos questions ensuite. Comment ça se passe quand on est député-maire? Quand on a déjà eu 2 mandats, qu'on est au 3e, est-ce qu'on se dit on va compétir pour le 4e, on est là, tant qu'on est en vie? Non, on ne pense... on se dit à un moment, il va falloir passer la main? Non, on ne pense pas au 4e. On pense toujours au 3e. Comment bien faire le 3e pour que le 3e se dessine plus facilement?
Et si le 4e se passe bien, le 5e va se dessiner. Et si le 5e... Tant qu'on a la vie, tant qu'on peut servir, tant que les peuples le demandent, il faut y aller. Et je rappelle aussi que les mandats locaux ne sont pas limitatifs. Oui, tout à fait, on est d'accord. Donc on peut faire autant de mandats qu'on veut pourvu que la population vous fasse confiance. Très bien. La prochaine question nous vient de Alidou Diallo qui dit « Quel PDCI rêvez-vous après ce congrès ?» Bon, vous avez répondu un peu en substance, mais... Oui, le premier truc que je rêve après ce congrès, c'est d'avoir un président qui sera accepté de tous et le président qui va rassembler toutes les forces vives, toutes les intelligences du PDCI-RDA pour préparer l'arène de bataille, la bataille présidentielle de 2025. Très bien. La prochaine et dernière question d'internaute est de Série Marcel qui dit pour les alliances politiques, oui, imaginez-vous le PDCI aux côtés du PPACI ou du RHDP? Comme je l'ai dit, c'est une prérogative de notre président. C'est à lui de nous définir le cap après avoir analysé nos alliances passées pour nous dire qu'est-ce qui est bien pour le PDCI-RDA. L'idéal, c'est qu'on puisse gagner ces élections sans alliés. Mais en l'état actuel, je pense que de manière plus sérieuse, que ce sera difficile de gagner sans alliance. Il faut bien aujourd'hui penser à une alliance, comment on fait pour être la tête de liste d'une alliance pour gagner ces élections. Et ça, c'est la prérogative de notre nouveau président et de son bureau politique. Le président et son bureau politique auront besoin de conseillers. Là, considérez que je ne parle pas aux députés maires, aux cadres du PDCI-RDA, que je parle aux citoyens ivoiriens Abi Raoul. Vous auriez une préférence entre ces deux partis, l'un de gauche, l'autre de droite? Oh, je ne refuse personne. Je suis d'abord oufotiste, mais je suis oufotiste. C'est un premier signal. Voilà, je suis oufotiste. Mais je pense qu'en espèces, pour gagner, s'il y avait les oufotistes, on ne peut pas le faire, qu'on peut le faire avec d'autres pour gagner. Ce qui est important pour le PDCI-RDA, c'est de gagner. Ouais, il faut qu'on 2025 doit être. Peu importe le prix. Hein? Non, pas peu importe le prix. Il faut mettre la manière. Abi Akrobou Raoul, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions, sans réserve? Je pense. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de Sans Réserve, jeudi prochain. Merci, excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.